Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une sortie quand même, je trouve, majeure, c'est le Nikon ZF. Parce que chez Nikon, pendant, 2-3 ans, on va dire, un truc comme ça, les sorties boîtiers, c'était vraiment au compte-gouttes. Il y a eu finalement surtout le Z9, mais qui est destiné vraiment avant tout aux professionnels, que ce soit pour son prix, son gabarit, même s'il est bien placé en prix, peut-être par rapport à une certaine concurrence, il est quand même réservé au monde professionnel. Et puis là, cette année, on a eu le Z8. Alors là, j'ai fait une vidéo dessus parce que c'est aussi quand même une sortie majeure chez Nikon. Maintenant, c'est vrai qu'on est encore un peu dans la gamme pro, parce que on est à 4 500 € le boîtier quand même. Donc voilà. C'est vrai que ce qu'on attendait, enfin moi par exemple en tant qu'amateur, et je pense que je ne suis pas tout seul, c'est plutôt le renouvellement du Z6. Alors il y a bien eu le Z6 II, mais c'était un renouvellement à minima par rapport au Z6 original. Et depuis, rien dans cette gamme amateur. Et là, ils nous sortent ce Nikon ZF qui, quelque part, alors après c'est un peu la logique de Nikon qui est, je sais pas, étrange, peu importe, mais qui est le successeur du Z6 II. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est que vraiment cette nouvelle déclinaison soit bientôt sortie en mode Z6 III, quoi. Parce que ce Nikon ZF, évidemment, il n'a pas du tout l'ergonomie d'un Z6. Alors, on n'est pas là pour débattre de qu'est-ce qui est mieux au niveau ergonomie ou pas. Moi, je ferai un petit point dessus à un moment, mais je veux dire, là, c'est tout pour le look rétro et il faut reconnaître que c'est vraiment particulièrement réussi. Alors, il nous avait déjà sorti le ZFC, mais il y a bien un petit moment là maintenant, en monture APS-C, qui ressemble un peu au niveau du look. Par contre, c'est une construction quand même beaucoup plus plastique, alors que le ZF, là, c'est quand même de la vraie bonne construction en métal. Ça fait plaisir à voir. Ça peut, sous certains aspects, rappeler un petit peu la série XT de Fuji, notamment le dernier XT5, avec ses molettes et tout. Alors, sauf que Fuji, c'est en APS-C déjà, d'une part. Donc vraiment un look à tomber, très clairement. Je pense que voilà, on est à peu près tous d'accord. Après le look, il y a vraiment ce qui l'apporte justement là, dans une gamme intermédiaire de Nikon en termes d'avancée technique. Et là, c'est quand même pas rien, puisque il récupère, le dernier processeur de Nikon qu'il y a dans les Z9 et Z8, et il récupère aussi l'autofocus qu'il y a dans les Z9 et Z8, à toujours la petite réserve près, dès qu'on parle de capteurs empilés puis de capteurs non empilés, ils ont beau avoir le même autofocus. Dans le capteur empilé, l'autofocus bénéficie du transfert des données beaucoup plus rapide grâce au capteur empilé, et il est donc sur des sujets qui vont vite en général plus performant que le même autofocus en capteur non empilé. Je peux parler en connaissance de cause puisque possédant le X-H2S qui a un capteur empilé et nouvellement le XS20 là, qui est en train de me filmer, tant que ils ont le même autofocus, les deux. Ils ont aussi un capteur strictement identique de 26 mégapixels, sauf que l'un est empilé, l'autre pas. Et on voit que l'autofocus, c'est vraiment le même dans le sens où les détections sont les mêmes. Et tant que les sujets ne vont pas à des vitesses élevées, franchement, c'est impossible de faire la différence entre les deux. Alors, je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée au XS20. Mais quand ça va vraiment vite, on sent que l'autofocus du X-H2S est encore plus rapide que celui qu'il y a dans le XS20. Voilà. Donc, tout ça pour dire que sur le Nikon ZF, on va bénéficier d'un autofocus qui n'a rien à voir avec celui qu'il y a dans le Z6 II, dans le bon sens, je veux dire. C'est-à-dire que là, enfin, les détections se font parfaitement bien et le suivi a l'air quand même d'un bon niveau. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit du niveau d'un Nikon Z8 ou Z9. Voilà, c'est tout simplement. Alors après, donc ça c'est vraiment la partie, je pense, la plus attendue chez Nikon, c'était cette évolution sur l'autofocus. Donc là, c'est fait. Alors pour autant, est-ce que c'est du niveau de
des deux références hein, qu'on prend souvent, que sont Canon et Sony. Alors moi, vous savez, si vous suivez certaines de mes vidéos, je suis un petit peu plus circonspect pour Sony quand on parle de capteurs non empilés et d'autofocus. Chez Canon, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que chez Canon, même en capteur non empilé, c'est un autofocus hein, sur la monture RF qui est vraiment rapide, plus que chez Sony. Hein, voilà. Mais bon, les deux font quand même référence, hein, donc allons-y. Bon, bah, c'est peut-être pas tout à fait du niveau de Canon et Sony sur des sujets assez rapides. Peut-être c'est quand même du niveau de Sony, moi je persiste. Alors peut-être que la détection, elle lâche peut-être des fois un peu plus vite, quoi. Elle va peut-être attraper un sujet moins loin. Vous voyez, je sais pas, moi en vidéo, elle va être moins collante qu'un Sony au niveau du suivi des yeux, par exemple, et tout. Mais bon, je pense que dans les usages, les 95% des usages, cet autofocus qu'il y a dans ce Nikon ZF, maintenant il suffit, alors que dans le Z6 II, c'était quand même pas 95% des usages, encore que ça dépend de ses propres usages, bien entendu. Hein. Moi je parle des usages en général. Bien. Donc, bienvenue à ce nouvel autofocus Nikon. On l'attend de pied ferme dans un Z6 III. Alors, ce qui va de pair avec la venue d'un nouvel autofocus, souvent, hein, c'est la venue donc du nouveau processeur. Donc, le nouveau processeur, outre qu'il va piloter un autofocus plus moderne et plus rapide, il va aussi améliorer en général les performances de l'obturateur électronique. Alors ça c'est vrai chez toutes les marques, sauf chez Sony. C'est-à-dire que Sony, eux, ils sont bloqués à 10 images par seconde en obturation électronique depuis bientôt 5-6 ans, hein, alors que les processeurs évoluent. Bon, bref, incompréhensible. Sinon, toutes les autres marques, hein, alors vraiment, j'en connais pas une, quand elle met un nouveau processeur qui n'améliore pas la rafale en obturation électronique, le rolling shutter, voilà, notamment, hein, le blackout. Bon. Donc sur ce Nikon, et bien là, je suis un peu plus circonspect, ça souffle un peu le chaud et le froid quand même. C'est-à-dire qu'on a bien hein, l'amélioration notoire de la rafale en obturateur électronique, c'est-à-dire qu'on peut passer à 30 images par seconde, ce qui, alors on va le dire quand même honnêtement, sur du plein format, c'est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire les seuls qui font mieux hors capteur empilé, c'est les Canon, hein, R6 II et R8, qui monte à 40 images par seconde, enfin entre 30 et 40, il faut vraiment avoir des besoins très spécifiques pour justifier le 40 au lieu du 30. Là où par contre ça fait une différence énorme, et là c'est là que ça souffle froid, moi je trouve vraiment, hein, c'est que c'est uniquement en JPEG cette rafale là élevée en obturateur électronique. Et donc là par contre c'est une restriction qui, enfin, moi personnellement est énorme. Pour moi utiliser de temps en temps cette rafale énorme sur mon XH2S, hein, en photo d'oiseaux notamment, je peux vous dire que si je ne pouvais pas les prendre en RAW, ça serait plus que frustrant, pardon, parce que oui, c'est souvent que je dois les retoucher, alors soit je suis forcément en bout de très longue focale, et donc avec une vitesse élevée, et donc souvent haut dans les ISO, et donc j'ai besoin déjà de réduire le bruit. Alors on a des logiciels magiques en plus maintenant pour le faire, mais sous-entendu qu'on soit en RAW. Bon, ça peut être aussi l'exposition, hein, qui des fois est un peu loupée. Bon, là c'est pareil, hein. Évidemment qu'il faut être en RAW, je sais pas, la balance des blancs, la colorimétrie. Non, être limité au JPEG, là pour moi c'est une trop grosse limitation, c'est dommage. Alors bon, on va dire que ça va quand même, parce que déjà c'est un boîtier, hein, quand on voit son look, on ne s'attend pas à aller faire des rafales pas possibles au bord d'un terrain de sport ou en photo alimentaire, même si, pourquoi pas, hein. Mais bon, là où il se rattrape à peu près, c'est qu'en obturation mécanique, par contre, il n'est pas ridicule, hein. C'est-à-dire qu'en obturation mécanique, il monte à 14 images par seconde. Et là, c'est un très bon niveau hein, de rafale mécanique, surtout sur un capteur plein format. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Mais on va dire que si vous voulez faire de la rafale, que vous n'avez pas besoin de 30 images par seconde, que 14 ça suffit, bon, c'est bon. Mais vous n'aurez pas une rafale silencieuse, puisque du coup, vous serez en obturation mécanique. Voilà. Bon.
Allez, c'est tout hein, pour la rafale. Après, le rolling shutter, puisque normalement on doit avoir une progression aussi hein, quand on a un processeur qui est plus rapide. Bon, là, les différents tests moi, que j'ai pu voir, ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est-à-dire que il ne fait pas partie des meilleurs hein, en rolling shutter de capteurs non empilés. Ça veut dire qu'il faut quand même faire attention, hein, que ce soit en photo à l'obturateur électronique ou que ce soit sur certaines séquences vidéo hein, où on fait beaucoup de mouvements latéraux. Il faut faire attention hein, puisque on n'est pas du tout du niveau justement d'un Z8 là par exemple hein, ou d'un Z9 qui ont un capteur empilé. Voilà, on n'est pas tout à fait non plus au niveau justement d'un Canon R6 II ou R8 qui sont meilleurs en rolling shutter. Voilà, parce qu'ils ont une lecture plus rapide du capteur. Hein. Alors, sachant que le R8 il coûte quand même nettement moins cher en plus. Bon, voilà. Après, c'est une autre marque. Hein. Bon. On parlera des objectifs aussi juste après hein, dans cette vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, le nouveau processeur, il apporte, et le nouvel autofocus, voilà ce qu'ils apportent, hein, ou qu'ils n'apportent pas, pour le coup, par rapport à un Z6 II. Alors, en photo, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est un plein format quand même, n'oublions pas, et que la qualité d'image a l'air vraiment excellente. Alors, je pense que sur tous les pleins formats modernes, la qualité d'image est excellente. Moi qui n'ai plus de plein format et qui ne prends qu'en APS-C Fuji, hein, la qualité d'image est déjà excellente. J'imagine bien qu'en plein format, il n'y a pas de souci. Mais les différents testeurs ont eu l'air d'insister vraiment sur le fait que même en très hauts ISO, il est meilleur encore que n'était le Z6 II et peut-être que peuvent être certains boîtiers de la concurrence. Ils sont même surpris de voir qu'il est un peu meilleur qu'un Z8 en haut ISO. Alors pour moi personnellement ça ne m'étonne pas du tout puisque là c'est logique, hein, Z8 c'est 45 mégapixels sur une même surface hein, que ce ZF qui a 24 mégapixels, forcément il bruite plus. Et en plus il a un capteur empilé qui... les capteurs empilés c'est bien, hein, évidemment c'est même très bien. Mais ça a quand même une petite influence sur la qualité d'image des fois, qui peut ne pas être aussi bonne qu'en capteur non empilé, notamment sur le bruit quoi, dans les sensibilités élevées et également sur la plage dynamique. Voilà. En tout cas, celui-là, il est au top hein, de ce qui peut se faire en plein format aujourd'hui en 2023 au niveau qualité d'image. Donc c'est génial, bien sûr. Voilà pour ça. Après, bon, tant qu'on est en photo, on va parler aussi de la stabilisation. Alors, la stabilisation, ils en ont mis une nouvelle. Visiblement, ils ont bien argumenté, puisque ça revient dans tous les tests, sur le fait que c'est une stabilisation un peu plus intelligente que les autres, puisqu'elle va en gros se centrer, le point d'équilibre de la stabilisation va se centrer sur le point de focus et que du coup ça donne quelque chose normalement de plus efficace que la stabilisation classique qui est toujours centrée au milieu du capteur. Bon, tous les testeurs sont unanimes pour dire qu'ils ne voient pas trop l'amélioration. Voilà. La stabilisation du Z6 II était déjà bonne sans être dans ce qui se fait de mieux là aujourd'hui pour le coup en 2023. C'est toujours un peu le cas, quoi. Hein. Bon, moi qui connais la stabilisation de mes Fuji, on va dire qu'on est à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est quand même déjà de la bonne stabilisation, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Hein. Alors évidemment, si on prend Panasonic, c'est mieux. Si on prend Sony, mais uniquement pour l'instant sur l'A7R5, c'est mieux. Voilà, bon, bref. Et si on prend Canon, c'est sans doute un petit peu mieux aussi. Voilà, donc en photo, il ne reste qu'une chose maintenant, eh bien c'est l'ergonomie. Et là, forcément, on est obligé de parler des points un peu discutables hein, d'une monture rétro comme ça. C'est qu'à la faire trop rétro, ça commence à poser problème au niveau prise en main, et puis pas qu'un petit problème. Hein. Là, ça revient absolument dans tous les tests, et puis c'est évident. Ce boîtier est complètement rectangulaire. Sauf à lui adjoindre la petite poignée supplémentaire qu'il faut visser
et qui pour l'instant, en tant que l'appareil en précommande est vendu, enfin est mise dans le pack gratuitement, quoi. Heureusement, je dirais. Après, il faudra la payer. Je pense qu'il faudra de toute façon la payer, hein. Parce que il faut essayer, hein, de prendre un boîtier purement rectangulaire de 710 grammes, boîtier nu, en main, et évidemment dès qu'il y a un objectif dessus, non, c'est vraiment pas raisonnable. En photo, alors en vidéo c'est différent, hein, en vidéo, bon, évidemment si on fait de la vidéo à main levée, c'est un peu le même problème qu'en photo, mais souvent la vidéo on est sur trépied ou sur gimbal, donc là le problème est résolu, mais en photo, voilà, alors c'est quoi l'idée? C'est de s'inspirer de boîtiers qui sont sortis vers la fin des années 70, Nikon FM2 notamment. Alors je ne suis pas très précis, je ne sais pas, hein, c'est peut-être plus au début des années 80 ou plutôt dans les années 70, je veux dire peu importe. C'est une époque où ces réflexes argentiques, hein, bien sûr, pesaient nettement moins que 710 grammes. Alors je suis allé voir par curiosité, hein, la fiche technique d'un FM2, c'était 540 grammes. Bon, déjà, de base. Et puis surtout, les objectifs étaient beaucoup moins lourds et beaucoup moins encombrants. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la stabilisation, ils n'avaient pas un autofocus. L'autofocus intégré avec les moteurs dans les objectifs, c'est pas miraculeux, ça pèse un certain poids quand même, hein. Ces objectifs qui étaient tout manuels, forcément, la plupart n'étaient pas trop picalisés non plus, voilà. Et ils étaient plus petits, plus légers. En plus, au niveau des zooms, on n'avait pas des ranges comme on a maintenant, hein. Par exemple, en focale standard, on était content quand on avait un 35-70, hein, f2.8. Enfin, dans les années 70, je crois même pas qu'on en avait, hein, c'était que des focales fixes. Après, c'est venu quand même dans les années 80, mais voilà. Donc, on ne parle pas de la même chose en poids et en encombrement qu'un boîtier actuel. Et là, forcément, ça pose un énorme problème. Je ne dis pas qu'avec le FM2, ça pouvait ne pas poser de problème, hein, puisque petit à petit, après, quand on s'est approché de la fin des années 80, Nikon, comme les autres constructeurs, se sont mis quand même à faire des boîtiers avec une meilleure prise en main. À titre personnel, moi j'ai possédé, à la fin des années 80, alors j'étais très jeune, mais j'aimais déjà beaucoup la photo, j'ai possédé un Nikon F801, pour ceux qui connaissent, donc un appareil argentique, hein, bien sûr, mais qui n'avait rien à voir avec l'ergonomie justement d'un FM2 ou de ce ZF. Voilà. Alors, le côté sympa, c'est les molettes, évidemment, hein, de vitesse et d'ISO, comme on a sur les Fuji. Bon, c'est joli, hein, c'est sûr. Par contre, une fois qu'on a joué avec 2-3 fois, franchement, les molettes, c'est largement aussi pratique. Alors, sauf qu'avec ces roues-là, forcément, on sait, même appareil éteint, où on en est, quoi, du réglage. Donc ça, c'est vrai que ça reste un avantage, bien sûr. Pour l'ouverture, comme contrairement à Fuji, ils n'ont pas à Nikon des objectifs avec une bague de diaphragme. Ils ont mis un tout petit écran à l'ancienne, un mini écran qui indique juste l'ouverture, justement à laquelle on est sur le boîtier. Bon, c'est rigolo. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut en dire sur la partie photo. Peut-être qu'on attendrait les 30 photos par seconde en RAW quand même, hein, voilà. Et puis voilà, passons à la vidéo. Alors en vidéo, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte tout ce qu'on attend, hein, d'un boîtier aujourd'hui, je pense en 2023, à quelques, on va dire, restrictions près, dues aussi à son prix, hein, c'est normal, on va voir. Alors d'abord au niveau des codecs, au niveau des framerate, au niveau des codecs, on a tout ce que, voilà, 422, 10 bits, hein, surtout le 10 bits, parce que le 422, je ne suis pas sûr que par rapport à du 420, on fasse beaucoup de grosses différences. Par contre, le 10 bits vs le 8 bits, surtout si on travaille en log, en vidéo, là on la voit la différence, hein, au niveau de la marge d'étalonnage et de la profondeur de couleur qu'on a derrière. Donc ça, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, ça, j'ai pas revu. Je ne sais plus si le Z6 II,
Je ne sais plus s'il filme en 10 bits. Là, j'avoue que j'ai un petit trou. Donc, bon. Est-ce que c'est une amélioration par rapport au Z6 II ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, je sais que le Z6 II, par contre, au niveau framerate, là, il a eu la 4K à 50 images par seconde par mise à jour. Hein, au moins 6 mois après sa sortie. Donc, bon, on va dire maintenant, il l'a. Hein. Donc, bah, ce ZF, là, évidemment, lui, tout de suite, heureusement, hein, j'allais dire quand même. Et elle est croppée 1.5. Alors là, j'allais dire, c'est un peu comme la plupart de la concurrence, Canon à part, parce que chez Sony, on est croppé sur la 7 IV, notamment aussi à 1.5, c'est-à-dire cadrage APS-C. Hein. Chez Panasonic aussi, hein, sur le nouveau S5 II et sur le S5 IIX, et puis sur le S5 original aussi. Par contre, chez Canon, y compris sur le R8 à 1800 €, il n'y a pas de crop hein, en 4K 50. Donc, ça, c'est un argument, je pense, hein, en faveur des Canon pour ceux qui filment souvent en 4K 50. Alors, ensuite, la stabilisation, puisque là, ça peut être important en vidéo dès qu'on est à main levée. Ben, c'est comme en photo. Oui, ça c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Alors voilà, là c'est pas un A7R5 par exemple ou un Panasonic S5 II, c'est sûr. Peut-être. Alors chez Canon là je sais pas. Quand même en vidéo, la stabilisation Canon elle est bonne, hein, c'est sûr. Après il y a les histoires de wobbling aussi. Alors il faudrait tout comparer, hein, c'est un peu compliqué, mais enfin. Moi, honnêtement, la vidéo, j'en fais jamais à main levée quoi, avec mon boîtier, ou alors c'est vraiment l'exception absolue. Donc, autant j'accorde un peu plus de stabilisation d'importance à la stabilisation en photo, en vidéo. Voilà. Vous voyez le Canon R8 qui n'a pas du tout de stabilisation. Alors, en photo, des fois, ça peut être un peu embêtant, mais en vidéo, franchement, moi, quand j'avais fait ma vidéo justement sur la sortie du R8, j'avais dit, hein, pour moi en vidéo, ça posait pas de problème que le capteur soit pas stabilisé. Bon, voilà. Voilà, ben, on a fait le tour, hein, parce que, bon, après en vidéo, il y a un truc que moi j'aimerais beaucoup sur mes Fuji, et parce que là ça manque sur mes Fuji, c'est les waveforms. Parce que là, par contre, ça, c'est pas inutile, c'est pas un gadget. Hein. En vidéo, vous voyez, là, même moi, là, quand je me filme, j'ai un peu du mal, des fois, à évaluer l'exposition. Hein, parce que sur le petit écran, c'est pas évident. Alors, il y a bien l'histogramme, mais l'histogramme en vidéo, c'est vraiment pas très précis. Alors que les waveforms, on voit beaucoup mieux. Hein, au niveau de l'exposition, où on en est. Bon, bah voilà. Donc, au moins, il a ça. Ben, c'est cool. Voilà, je ne sais pas si Fuji voudra bien un jour nous l'envoyer par mise à jour sur nos boîtiers récents. J'en doute un peu, mais bon, voilà. Donc, ben, puisqu'on parle de Nikon, on va parler un peu parc optique, hein, parce que je ne l'ai pas fait au moment de la sortie du Z8, parce que le Z8, je le considérais quand même un peu moins comme appareil grand public, hein, donc je n'allais pas faire tout un développement sur la gamme optique à ce moment-là. Là, je pense que c'est le moment, hein, parce que je l'ai fait pour les autres marques finalement, et je ne l'ai jamais fait pour Nikon. Allons-y, la gamme optique Nikon en monture Z. Alors, c'est une gamme qu'on va pouvoir peut-être comparer assez facilement à celle de Canon, dans le sens où, bah déjà, c'est les deux constructeurs historiques, hein, avant en réflexe. Et puis, c'est la même chose, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont basculé à l'hybride, ils ont fermé leur monture à tout constructeur tiers. C'est vraiment le cas chez Canon. C'est un tout petit peu moins vrai chez Nikon, puisque Nikon ouvre un petit peu sa monture à Tamron, mais pas à Sigma hein, pour l'instant, de deux façons différentes. Soit pour un objectif, et à ma connaissance, il n'y en a qu'un, elle a ouvert complètement hein, la monture à Tamron. C'est un objectif, c'est le 70-300. Alors ça se comprend parce que justement Nikon n'a pas de zoom comme ça, un peu grand public 70-300 dans sa gamme Z. Donc bah oui, c'est sûr que ça manque. Donc du coup c'est Tamron qui a eu l'autorisation de s'y coller. Voilà, donc ça fait un objectif à un prix raisonnable en plus, hein, en monture Z. Donc fait par Tamron. Les autres objectifs Tamron, c'est plus subtil. En fait, c'est un accord entre Nikon et Tamron
qui fait que Nikon rebadge en fait, alors oui, il change un peu le packaging aussi, il change un peu le packaging et il rebadge deux zooms qui sont très bons hein, en monture Sony notamment, qui sont le 28-75 f2.8, mais par contre, je ne veux pas dire de bêtises, mais en monture Nikon, je crois que c'est l'ancien, alors que là, ça fait en monture Sony, ça fait déjà 2 ans qu'on a la version 2 qui est bien meilleure hein, encore que la version 1. Et puis l'autre, c'est le 70-180 f2.8 qui alors, est excellent déjà dans sa première version et là qui est carrément superlatif dans sa deuxième version qui vient tout juste de sortir, mais c'est pas celle qui est en monture Nikon. Voilà, donc ils ont ces deux objectifs. Par contre, comme ils sont badgés Nikon, ils sont vendus plus cher que les mêmes en monture Sony qui sont bien des Tamron, quoi. Donc vous voyez, alors c'est sûr que ça fait quand même des objectifs plus abordables. Ce qui manque par exemple chez Canon, ça fait des zooms en tout cas là, sur les focales vraiment habituelles, ça fait 2 zooms f2.8 constants abordables à peu près quoi. Bien plus que ceux de la marque. Voilà. Alors chez Canon, on n'a pas ces solutions-là, en fait. Donc, on a ça quand même, et après, on a évidemment toute la gamme Nikon. Alors moi, dans la gamme des objectifs Nikon, je vais séparer les zooms et les focales fixes. Hein. Alors, oui, parce que forcément, c'est pas la même chose, vous allez me dire. C'est juste qu'au niveau de ce qu'ils apportent, je trouve que c'est un peu justement complètement différent. Voilà, je m'explique. Je trouve qu'ils ont des zooms dans leur gamme optique Nikon qui sont originaux et que moi j'aimerais bien voir. Alors non, enfin chez Fuji c'est un peu compliqué parce que c'est de la PSC, mais même, enfin, je pense que ça ferait plaisir aux canonistes d'avoir ce genre de zoom par exemple. Alors, j'en prends un pour commencer, le 1430 f4. Donc un 1430 f4. Eh ben, c'est quand même bien parce que, alors chez Canon, ils ont bien un 1435, je crois même c'est un f4 aussi, mais celui-là, il est plus compact, il est peut-être meilleur aussi parce que il est pas mauvais quand même le Canon, mais celui-là, il est vraiment très bon là, le Nikon, en étant plus compact. Voilà, je trouve que pour moi c'est un objectif assez original. Ah oui, puis j'oubliais, il est quand même moins cher aussi que le Canon, du coup. Donc il y a celui-là. Ensuite, ils ont un 24-200 qui n'est pas très ouvert, on va dire, pour le voyage ou je sais pas quoi. Bon, ceux qui aiment ce genre d'objectif, moi perso, non, mais voilà. Mais je crois que chez Canon, il y en a un aussi, donc je vais pas. Alors chez Canon, c'est peut-être un 28-200. Hein, je crois justement, c'est ce qui fait la spécificité du Nikon, donc son originalité. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi, parce que là, je suis pas sûr que les autres commencent pas à 24. Ensuite. Ils ont, alors moi je trouve un objectif là pour le coup, enfin deux même, qui sont originaux. Ils ont le 24-70 f4. Alors c'est un objectif qui pris tout seul est cher, hein, trop cher même pour du f4. Par contre il est souvent vendu en kit, et notamment avec le Nikon ZF, et là ça le met à un prix intéressant. Parce que évidemment c'est beaucoup moins encombrant qu'un 24-70 f2.8, beaucoup moins lourd, beaucoup moins encombrant. Et en plein format, franchement, le f4 constant, c'est bien. C'est sûr que c'est encore mieux d'avoir du 2.8, mais vu ce qu'on doit payer en plus et se prendre en plus en poids et en encombrement, souvent le f4, c'est pas mal, je trouve, en zoom en tout cas, hein, en plein format. Et donc, ils ont ce 24-70 f4 qui est assez compact, léger. Alors, je sais que Sony, ils en ont un aussi, hein, de 24-70 f4, mais là, on ne parle pas de la même chose. Hein. Celui de Sony, il est maintenant clairement ancien, et déjà quand il est sorti, ce n'était pas vraiment un modèle de piqué, hein, voilà. Alors que celui-là, il est excellent, celui de Nikon. Voilà, c'est pas comparable, hein, on va dire. Donc, ils ont ça, que je trouve n'ont pas les autres, ou en tout cas, pas de cette qualité-là, si on regarde celui de Sony. Ensuite, toujours en f4, ils ont un 24-120 f4, qui lui aussi est excellent hein, d'après tous les tests. Et où est son originalité par rapport au 24-105 pour le coup, hein, qu'il y a chez Sony et chez Canon.
et chez Panasonic aussi, je crois, hein, F4, c'est qu'il va à 120 et que visiblement il est très bon jusqu'à 120. Alors voilà, par exemple, Nikon faisait avant, hein, en réflexe numérique, pareil, le même, 24-120 F4. Sauf que il était plus gros, plus lourd, et surtout beaucoup moins bon optiquement que celui-ci. Donc, et le prix reste encore raisonnable, entre guillemets, bien sûr, hein. Il reste encore raisonnable. Donc moi, je sais que si j'avais un Nikon plein format, c'est déjà un objectif que j'aurais, celui-là, 24-120 F4. Ensuite, heureusement, ils ont le 70-180, hein, si on continue avec les zooms en augmentant la focale, de Tamron, parce que sinon, il faut prendre le 70-200 f2.8 de Nikon, hein. Et là, c'est soit vous êtes professionnel, hein, bien sûr, et tout se justifie, même en termes d'encombrement et de poids, soit sinon, vous allez... ça va vous faire drôle, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le 70-200 f2.8 de Nikon. Quand on voit les progrès justement qu'ont fait Canon avec leur 70-200 f2.8 en termes de compacité, quoi, hein, je veux dire, et de poids, même Sony, le dernier GM2, alors certes, il est quand même d'un encombrement conséquent, mais il est plus léger quand même, beaucoup plus que ce Nikon 70-200 f2.8. Alors oui, par contre, il est superlatif au niveau qualité d'image, mais enfin pas plus qu'un GM2 de Sony finalement, hein, qui pèse quasiment 500 grammes de moins, hein. Donc voilà, là-dessus, bon. Après, si on monte en focale, bon, ils ont un 100-400, alors eux, je dirais qu'ils ont encore quand même un 100-400 qui est ouvert à f5.6 en bout de zoom, ce qui n'est plus trop le cas chez la concurrence, parce qu'ils ont un peu abandonné les 100-400. Sony, ils en ont encore un quand même dans leur gamme, mais c'est pareil, ils commencent à être assez anciens, hein. Donc voilà, bon après c'est des objectifs qui sont très chers, hein, soit le 70-200 f2.8 ou le 100-400 f5.6, bon c'est sûr. Et si on continue en focale, là je trouve par contre que forcément, je pense que vous le savez, ils viennent de sortir un zoom très longue focale qui fait envie, pour le coup, hein, pour ceux qui font de la photo animalière ou sportive lointaine. 180-600 à f6.3 à 600 mm, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas à f8 hein, à 600 mm, et ça c'est pas rien parce que de nos jours, les zooms de ces focales-là qui sortent, à part Sigma qui fait encore en monture Sony toujours un 150-600 qui est bien f6.3 à 600 mm. Si je descends d'un cran là en APS-C, Fuji a sorti l'an dernier un 150-600 mais il est à f8 en bout et en plus c'est un objectif APS-C, hein, c'est-à-dire qu'il a des lentilles plus petites et tout, et pourtant il est à f8 en bout de zoom. Je trouve que c'est intéressant quand même de garder encore le f6.3 hein, quand on est à 600 mm. Chez Canon, on a juste un 100-500 ou 150-500, je ne sais plus, de la série L, là, qui coûte alors beaucoup plus cher que ce zoom de Nikon. Et il est à f7.1 à 500 mm, en plus, pas 600. Donc vous voyez, cet objectif que sort Nikon, là, il est vraiment intéressant, surtout que il est super bon, peut-être du niveau du Canon série L, et 2, il est beaucoup moins cher, c'est-à-dire qu'il sort à 2000 €. Alors en gros, il va se comparer, en monture Sony, là on en a un quand même un peu équivalent, c'est le Sony 200-600, qui est bien aussi à f6.3, hein, 600 mm, qui est très bon aussi. Alors il faudrait comparer les deux, hein. C'est un objectif quand même déjà un peu plus ancien, peut-être que ce Nikon est encore meilleur. Ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que ils font le même prix, voilà, c'est 2000 €, et le Sony, je crois, est vraiment, hein, faudrait vérifier, mais je crois qu'il est encore plus encombrant que ce Nikon 180-600. En tout cas, superbe sortie celui-là, hein. Voilà. Donc, assez parlé des zooms, maintenant parlons des focales fixes. Alors là, c'est là que chez Nikon, moi ça ne m'attire pas trop leurs focales fixes. Alors je vais expliquer pourquoi, hein. D'abord, elles sont très chères par rapport à leur ouverture. Ils ont une gamme 1.8, hein, fournie, hein, pour le coup, qui va du 20 mm 1.8, hein, en passant par le 24 1.8.
le 35, un 8, le 50, un 8, et le 85, un 8. Alors à part le 50, un 8 qui doit être autour de 500 €, les autres, ils sont tous au minimum à 1000 €. Le 35 doit être à 1000 € et les autres sont nettement plus. Hein. Y en a certains, je crois, on doit friser les 1500 hein, même. On est en 1.8 quoi. Alors oui, certes, ils sont très bons, mais vous prenez toute la gamme 1.4 de chez Sony, qui en plus bénéficie des Sigma aussi ouverts à 1.4, hein, soit dit en passant, mais si on s'en tient aux objectifs Sony qui sont ouverts à 1.4, ils ne sont pas beaucoup plus chers et ils sont tout aussi bons que ces Nikon qui sont à 1.8 et qui sont pas beaucoup moins chers. Alors non seulement ça, mais en plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu un 35 1.8 en Nikon Z et un 85 1.8 en Nikon Z, on dirait vraiment pas des objectifs de ces focales-là. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui sont longs. C'est bizarre, hein, parce qu'un 35 1.8 en plein format, franchement, moi j'en ai eu un en monture Sony, c'était un Samyang autofocus, hein, je veux dire et tout. Normalement, c'est petit, c'est compact et c'est court surtout. Ben là, c'est pas le cas de ce 35 1.8. Vous prenez le 85 1.8, c'est encore plus caricatural. Un 85 1.8, là, conçoit. Alors Canon, je crois, ils ont. Bah si, ils ont 85 f2. Voilà. Sony, ils ont un 85 1.8. Et Panasonic aussi. Voilà. C'est des objectifs qui ont une lentille avant assez grosse, hein, c'est un 85, quoi. Et puis qui sont courts aussi, en général, assez courts, quoi, par rapport à leur taille de lentille. Et là, on dirait un petit, vraiment, téléobjectif, enfin un petit, le 85 1.8 de Nikon, on dirait je sais pas, un 150, quoi, pas un 85, quoi, c'est assez, ouais, un 135, pardon. C'est étrange, je trouve. Et puis voilà, c'est cher, je trouve, quand même, pour ce que c'est. Bon. Après, ils ont sorti des petites focales 2.8, là, notamment le 40 f2.8. Alors là, cette fois-ci, beaucoup moins cher et beaucoup plus compact. Mais alors, c'est pas tout à fait la même qualité non plus, hein, on ne peut pas tout avoir. Mais bon, c'est sûr que le 40 f2.8, bah, par exemple, il va comme un gant à ce Nikon ZF. D'ailleurs, il est vendu aussi en kit avec. Hein, je crois qu'en kit, on a le choix entre le 40 et le 24-70 f4. Voilà. Hein. Donc, ben, en tout cas, sortie qui fait du bien, évidemment en monture Nikon, magnifique appareil, pas pratique du tout en photo au niveau ergonomique, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Il faut à minima prendre la poignée hein, qui va être vendue avec, là, le temps des précommandes. Et puis, on attend de pied ferme, évidemment, le Nikon Z6 III, on espère évidemment qu'il ne va pas tarder. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, au plaisir. Au revoir.